Donc bonjour Jean-François, bonjour Dan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Dan, c'est toi l'invité d'honneur. Moi je m'appelle Dan Luga, j'ai un ancien joueur de rugby anglais aux bases. Là maintenant j'ai fini ma carrière en France, donc ça fait presque 20 ans que je suis là en France. 12 ans dans la région ici, donc voilà, je suis très fier, très content d'être là, voilà, de vivre ici après le rugby. Bon, il oublie un petit détail, champion du monde. Quand même, évidemment, il faut le rappeler. Moi je peux pas le dire ça, donc je le dis à sa place. Et bon, tout simple, pareil, Jeff. Comme Dan, une carrière sportive, mais toujours un métier à côté. Et aujourd'hui, on est content d'être là pour faire une partie du monde ensemble avec les valeurs de notre sport et tout ce qui tourne autour, quoi. Et messieurs, maintenant on est à J-100 du début de la Coupe du Monde de rugby dans les Alpes-Maritimes. Alors toi Jean-François qui est natif niçois, et pour toi Dan, qu'est-ce que ça vous fait cette Coupe du Monde? Ouais, mais c'est un truc énorme d'avoir la Coupe du Monde ici. D'abord en France, c'est magnifique. Le dernier Coupe du Monde en France était déjà magnifique, et celui-là c'était encore mieux. Mais d'avoir le match déjà autour de nous ici, c'est un truc de ouf. On est trop content d'avoir le match ici. En plus pour moi, le match d'Angleterre-Japon à Nice. Donc voilà, c'est un vrai match pour moi. Un vrai match de rugby, c'est pas juste un match pour regarder, mais c'est qui compte pour moi aussi. Voilà. Ouais, ce qu'il dit dans la continuité. C'est vrai qu'aujourd'hui, une Coupe du Monde en France, on a eu en 2007, on a eu une belle Coupe du Monde, on l'a maintenant en 2023 aussi en France. Voilà, c'est surtout, elle arrive à une bonne période où on a comme ça s'appelle une société qui tourne plus rond. Donc c'est vrai que on remet au goût du jour les valeurs avec toutes les nations de toute la planète qui vont venir s'affronter et le meilleur va gagner. Mais surtout, ce qui va gagner, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est la vision du monde, c'est l'expérience de chacun. Je pense que toutes les équipes ont une vérité. Mais ensemble, on va se rapprocher quelque chose de juste. Et quand je pense quelque chose de juste, si notre sport peut emmener un petit peu d'espoir dans le monde où on vit, qui est très compliqué. Alors je rebondis sur l'environnement parce que moi, ce qui me touche, c'est aussi l'environnement. Et si notre sport aussi peut être un peu le porte-parole de futur pour savoir aussi que la Terre, pendant 2023, la Terre devient ovale, mais qu'elle a des valeurs qu'elle veut mettre au service aussi de la planète parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Et pour revenir sur cette fierté donc, de l'équipe nationale, c'est quoi votre plus beau souvenir en équipe nationale? Pour moi, d'abord c'est la première fois que j'ai joué pour l'équipe d'Angleterre, Twickenham, dans les 6 nations. J'ai arrivé un moment, parce que j'étais 22, 23 ans, j'ai eu un moment, il y avait un mêlée, j'ai regardé trop de matchs. Je suis vraiment là, j'ai joué pour l'équipe d'Angleterre, c'est ouf. Le mêlée là, donc j'étais trop content. Et oui, après ça, il y avait beaucoup de belles souvenirs, qu'on a gagné la Coupe du Monde, des choses comme ça, joué pour les Lions britanniques, et aussi fini ma dernière 5-6 ans en France, parce que moi j'étais le premier joueur international courant en Angleterre qui a quitté l'Angleterre pour jouer en France. Donc moi je suis venu pas pour l'argent comme beaucoup de gens, je suis venu pour l'expérience, pour une nouvelle culture, pour la langue, bon voilà, pour faire tout ça. En fait, ça m'a coûté l'argent de venir, le sponsoring, tout ça. C'était un grand plaisir, voilà, c'était vraiment un bon choix pour moi parce que je suis encore là. Donc ça c'est la chose de le sport, ça me donne l'opportunité de voir le monde, de faire notre boulot, de faire des choses. Et, voilà, grâce au rugby, je suis en France, j'habite à Monaco et je suis là aujourd'hui. Donc toutes les portes sont ouvertes. Et tu peux nous raconter ton sentiment pendant ces finales de Coupe du Monde que vous gagnez avec l'Angleterre? Ouais, non, mais c'était un truc. Non, mais en fait, pour nous, on était presque le même groupe de la Coupe du Monde de 99, il y a 4 ans avant. On a perdu dans le quart de finale à Paris contre le Sud-Est. Donc pour nous, c'était un parcours de 5 ans. Donc on était toujours, donc c'était pas, quand tout le monde regarde l'extérieur, c'était une équipe qui est venue pendant 1 an, tu étais là, mais non. Pour nous, c'était 5 ans de boulot, 5 ans de pensée, c'était que ça, on voudrait que ça. Donc voilà, enfin, on est arrivé, donc c'était un moment énorme, mais aussi un soulage un peu, parce qu'on voulait vraiment, nous on a dit, si on ne gagne pas maintenant, on ne va jamais arriver encore, c'est le moment pour nous, voilà, c'était ça. Et Jeff, est-ce que tu peux me raconter ce souvenir qui est un moment historique, votre arrivée en Afrique du Sud en 93? Ah, 93. C'est pour ça que tu me demandais le souvenir. Moi, mon souvenir, le plus beau que j'ai, c'est l'Afrique du Sud quand je sors sur blessure. Alors tu vas me dire, il est fou. Non, c'est la réalité parce que j'ai senti dans le regard des mecs qu'ils étaient encore plus touchés que moi. Et j'ai senti que je m'éloignais de la Coupe du Monde qui arrivait derrière par rapport à la blessure. Mais j'ai senti dans la relation humaine, parce que moi le rugby, ce qui m'a intéressé, c'est l'humain. C'est pas comme l'a dit Dan, le sponsoring, tout ça. On n'a jamais couru pour ça. Et aujourd'hui, dans le regard des mecs, j'ai senti des mecs qui étaient touchés pour moi. Et puis dans le regard, on s'est regardé, on s'est dit à la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai pas fait la Coupe du Monde, mais par intérim, quand j'ai regardé mes copains faire la Coupe du Monde, il y avait un peu de moi là-dedans. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et voilà, complètement. et ça, c'était ma petite fierté parce que ça fait du bien de savoir que j'ai vécu avec ce groupe de belles aventures et ils m'ont continué de la vivre, on va dire, par intérim parce que j'ai pas pu faire la Coupe du Monde à cause de blessure en Afrique du Sud. C'est toujours fort en émotion. Toujours fort en émotion, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sport qui nous permet de bien vieillir, quoi. Nous, aujourd'hui, avec Dan, on peut encore grimper, faire du vélo, on en profite. On n'a pas regardé nos matchs, on n'a pas regardé nos matchs. Mais le jour où on ne pourra pas, ben avec Dan, chez moi à la montagne, avec un petit verre de Genepi, on va refaire le monde et on va expliquer les techniques, les Incroyable. combinaisons. Donc voilà, c'est un sport qui aujourd'hui, il faut qui a ses valeurs, mais qui nous permet, comme je t'ai dit, de bien vieillir et surtout de ne pas finir aigri parce qu'on a quand même une société où on a le pain et le couteau pour s'épanouir au quotidien. Encore faut-il savoir se servir de couteau parce que si on se coupe un doigt tous les jours, pour jouer au rugby c'est compliqué, pour aller travailler c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je pense que notre sport a un rôle à jouer aussi sur la transmission. Et voilà, Dan il est parti de rien du tout, il a été champion du monde. Moi je suis parti de l'école de rugby à 8 ans, j'ai fait maçon et capitaine d'équipe de France. Voilà, l'opportunité pour tout le monde, mais il faut aller la bagarrer, ça n'arrive pas, ça ne va pas le ciel. Et surtout, on n'a jamais couru après ça. Moi, j'ai fait l'école rugby pour avoir mes copains, m'épanouir, passer du bon temps. C'est sûr. Puis après, en grandissant, la compétition est venue, l'opportunité, la chance, il y a aussi le facteur chance qui rentre en jeu. Mais j'ai plein de potes qui n'ont pas fait de sport de haut niveau qui jouent avec moi en junior, parce qu'ils n'en avaient pas le niveau, où ils ont fait tous ils ont joué en rugby à une série inférieure, mais alors je te parle, ils sont tous chefs d'entreprise ou des postes à haute responsabilité. Donc ça, il faut dire merci monsieur rugby. Voilà, ça c'est fort. Et justement, ton après-carrière en tant qu'ancien capitaine de l'équipe de France, ça se passe pour le mieux. Et maintenant, tu es dans l'association Pachamama. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors là, je suis bavard, j'espère que vous avez de la bobine. De la bobine, on n'a jamais mort, t'inquiète pas. Il y en a pour un moment. Oui, Pachamama, moi j'ai toujours été sensible à ça. Moi, que je partais en tournée en équipe de France, je rentrais jamais avec l'équipe de France parce que quand tu es en Nouvelle-Zélande, j'ai visité en Nouvelle-Zélande, quand tu es en Australie ou en Argentine, je veux dire, bon, voilà, j'avais un petit cette boulimie de. Je pense que l'ADN du rugby, c'est, on est toujours dans l'excès, l'ADN du rugby. Je veux dire, on a tous la fureur de vivre. Alors, Dan, il arrive d'Angleterre, se retrouve à Monaco, il joue au rugby, il joue à droite, il joue à Nice en Fédéral 1, parce que le rugby il a tellement apporté que, comment dire, il a voulu redonner. Il restitue, il rend. Exactement. Et moi, le rugby m'a tellement emmené. Madagascar, moi qui suis sensible aux enfants, c'est 33 millions d'habitants, 70% de la population a moins de 17 ans, mais 70% de la population ne sait ni lire écrire. Aujourd'hui, on travaille. On réinsère par le sport, parce que le sport à Madagascar, c'est lui, c'est le rugby, donc ça on en est fier. Ça nous permet d'avoir un passeport pour entrer en contact avec une jeunesse qui a une énorme difficulté. Pour te donner un exemple, un gamin qui a 7-8 ans, ne sait ni lire ni écrire, fait des petits jobs, des petits boulots, et gagne 30-40 centimes d'euros par jour. Donc imagine avec 40 centimes d'euros, l'avenir... On fait rien, c'est pas une vie, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est la réalité, et ils y arrivent. C'est ça, quand moi j'arrive là. Moi quand je rentre là-bas, je suis plus le même. D'ailleurs, j'ai une autre philosophie de la vie, parce que tu vois des choses, tu touches des jeunes, et je me considère comme un privilégié. Et ça me motive encore plus pour bagarrer pour ces gamins-là, qui avec rien du tout ont toujours une banane. Ça, je sais pas comment il faut, mais c'est vraiment... Il y a peut-être certains Français qu'il faudrait les envoyer là-bas, ça leur donnerait peut-être une ouverture. Tout le monde doit aller un jour. Voilà. On le voit, non, parce que dans la perspective, les chances qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le monde maintenant, toujours plein de choses, ils n'ont pas la chance, mais nous on a la chance, parce que les choses à manger, on a l'endroit à dormir, tu peux faire comme tu veux dans la vie, juste aller attaquer, aller les faire. Exactement. C'est pour ça le sport c'est important, parce que ça donne cette valeur, comme toi avec le Coupe du Monde, tu ne peux pas arriver à le faire parce que les blessures, mais ça c'est le sport, il y a beaucoup de bons joueurs, le meilleur joueur du monde que je connais comme Johnny Wilkinson, il le fait, mais je connais les autres joueurs qui ont aussi bien, mais ils n'ont pas arrivé, à cause de la blessure, à cause de quelque chose, et ça c'est la vie, il faut continuer. Prendre la bonne chose, prendre le bon côté de toutes les choses que tu as dans la vie. Hein, voilà. Moi, les choses que si je regarde en arrière de mon carrière, je peux changer 2-3 choses dans le rugby pour aller encore mieux parce qu'il y a des blessures, mais en fait, je ne change rien parce que toutes les choses que j'ai vécues, ça m'a fait apprendre les choses et je suis là maintenant, très heureux de ma vie avec toutes les choses que j'ai. Donc voilà. Il faut prendre le positif de toutes les choses qui arrivent dans ta vie et ça te fait apprendre des choses. Ça, c'est le sport. Tu vois qu'il vieillit bien. Oui, complètement. Voilà. Et donc, justement. Si tu veux, pour rebondir sur le sport, justement, moi, c'est mon ADN, c'est moi qui suis passionné par les enfants. Donc à l'heure où je te parle, depuis 2006, on travaille sur Madagascar. On a mis un projet d'insertion par le sport avec le rugby. Je te synthétise pour aller assez vite, mais essayer d'être cohérent dans mon discours. C'est qu'aujourd'hui, on touche depuis 2006 500 enfants. On a un suivi scolaire, un suivi sanitaire, un repas après chaque entraînement. Le premier impact qu'on a eu, c'est chez les filles. Moi, quand je suis arrivé à Madagascar, 40% de filles jouent au rugby à Madagascar.
On est arrivé aux premiers entraînements qu'on a fait, tu as des gamines de 13 ans qui arrivaient avec leurs gamins, quoi. Et moi, pour moi, c'était son frère. Ah, tu vois, déjà, tu as un choc. Eh ben, comment on fait? C'est lui qui a résolu le problème, c'est que entre guillemets, c'est que le sport, comme quoi c'est extraordinaire le sport, c'est dans nos limites, c'est que ces gamines-là, elles sont revenues s'entraîner avec nous au rugby, la nouvelle génération qui est arrivée, elles ont passé 3-4 années de plus à l'école, elles savent lire, écrire correctement, ça leur permet de trouver un petit job de substitution pour faire un complément du salaire du mari, et surtout, elles sont mères de famille à 17-18 ans, et je pense que tu es mieux préparé à cet âge-là pour affronter ton rôle de mère de famille, et on parle d'un ballon de rugby. Donc tu vois, le sport pour moi, ça n'a pas de frontières. Et après, ces gamins-là, ce qu'on leur propose, c'est leur dire, putain, on est heureux avec toi, tu joues au rugby, tu as retrouvé ta passion, tu sais lire et écrire, mais là on parle de formation. Alors on est en brousse, on travaille sur les métiers de la terre, parce que 85% de la population malgache est agriculteur. Donc nous, notre souhait, c'est leur donner une formation d'excellence, parce qu'aujourd'hui ils sont exploités, et ils sont payés au lance-pierre. Quand à Madagascar, un petit gamin sait lire et écrire, première victoire, il a une formation derrière dans le métier de la terre. Donc quand il va aller dans le monde du travail, au lieu de gagner 40 centimes d'euros par jour, il va arriver grossièrement à faire le SMIC malgache qui est entre 40 et 50 euros. 50 euros à Madagascar, tu arrives à vivre dignement en brousse. Complètement, c'est sûr. Voilà, donc parce que la vie est moins chère là-bas. Ouais. Tout à fait. Et puis du coup, tu sais faire ton métier, tu travailles, tu fais du riz, mais tu fais un petit élevage, donc tu as un complément alimentaire, tu as une meilleure couverture sanitaire parce que tu as... Peut-être tu ne peux pas te payer docteur, mais tu peux faire du troc, parce qu'à Madagascar, on marque beaucoup avec du troc, on travaille beaucoup avec les plantes, avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un projet pour moi aujourd'hui, un projet de vie, et ce qui nous permet aujourd'hui de se pencher sur un gros centre de formation dans le métier de la terre, où on est en brousse, où là on va s'attaquer à un autre projet encore plus important pour nous, qui est dans la même lignée, mais toucher beaucoup plus d'enfants. Parce que la finalité aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tu as 70% de la population malgache qui a moins de 17 ans. Donc il y a un gros travail de fond. Nous, le projet pilote, aujourd'hui, on l'a tenté sur une échelle qui est de 500 gamins. On voudrait la monter en milliers de personnes, milliers d'enfants, pardon. Qui dit là, donc, aujourd'hui en 2007, on avait fait faire développement durable, on avait monté un super projet, on avait travaillé sur le premier bilan carbone de la Coupe du Monde de rugby. On avait mis les chauffe-eau solaires à Marcoussis, des panneaux solaires. C'est tout ce qu'on parle d'actualité. On n'est pas des donneurs de leçons, mais à l'époque, on était déjà sensible. Avec l'association, on avait fait le premier bilan carbone d'un événement sportif. Et le ministre des Sports, à l'époque, qui était Borloo, avait fait voter un décret que toute manifestation au-delà de milliers de personnes, ça permettrait, et il faudra faire un bilan carbone. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas un bilan carbone neutre, mais on travaille, on sensibilise les supporters, les joueurs, sur ce déplacement, sa manière de consommer. Et en 2023, on s'est dit avec l'association, on a été les précurseurs un peu de ça, on était un peu des donneurs d'alerte par rapport à la passion qui nous domine. Aujourd'hui, on voudrait que le sport devienne acteur. Donc dans l'association Pachamama, on a créé ce qu'on appelle, nous, la communauté des talonneurs de cœur. Ah oui, la fameuse qui est inscrite sur les ballons. Voilà, ce qui est inscrit sur les ballons. Donc aujourd'hui, parce que nous, notre souhait, c'est que le monde du sport en devienne acteur au quotidien. Donc pour te donner un exemple, aujourd'hui, on travaille avec Main à la Patte sur Bordeaux. On a 3000 gamins où on a un suivi, on leur fait de la balle ovale. Exceptionnel. De la balle ovale, on a des agronomes qui vont à l'école, qui leur parlent ce que c'est un bilan carbone, pour expliquer. Après, on les amène dans les bois pour leur comprendre ce que c'est la biomasse, la biodiversité. Et nous, en échange, on leur a donné un défi à relever, c'est qu'ils calculent le bilan carbone des 20 équipes hautes qui vont venir en France. Okay, ouais. Et nous, avec les talonneurs de cœur, on s'engage, comment ça s'appelle, avec la communauté, lever les fonds pour planter 1 million d'arbres à Madagascar, pour gommer ce bilan carbone, qui nous permet de créer de l'emploi, qui nous permet de mettre vraiment le gros projet des 20 000 gamins qui vont aller derrière. Ensuite, on travaille aussi, ça me tient à cœur, parce que ce n'est pas un simple projet reboisement, on travaille sur la forêt nourricière. Un malgache, si tu dis je plante 1 million d'arbres, tu vas te dire super, nous dans 10 ans on coupe tout, on fait du bois de chauffage et du bois de charpente. Donc la forêt nourricière, c'est quoi? C'est une forêt qui va amener une plus-value pratiquement dans les 2 ans qui viennent. C'est-à-dire on va pouvoir planter des arbres, on va pouvoir récupérer des feuilles pour faire des huiles essentielles, on va pouvoir planter des rangées de manioc, voilà, c'est tout ça. Et là, ça donne un sens parce que ça donne du respect à la nature pour qu'ils évitent à faire cette culture sur brûlis, c'est-à-dire que dans la nuit, ils peuvent brûler 1 million d'hectares pratiquement pour enrichir les sols avec les sels minéraux des cendres, mais c'est un pays tropical, tu as une pluie diluvienne, et puis là, il se part, comment dire, et plus rien pousse. Et aujourd'hui, nous, tous autour de la table, on fait entre 12 et 13 tonnes de bilan carbone par an, et le rapport du GIEC nous dit que nos petits-enfants, il faut qu'ils fassent plus de 3 tonnes. Mais si nous, alors moi je veux que ce soit le monde du sport, en plus le rugby, on ne donne pas des solutions à ces enfants-là,
comment ça va se passer. C'est-à-dire on va laisser une terre déjà qui est compliquée. Nous, moi le premier, j'ai fait partie des gens qui ont profité du système sans le savoir. Et aujourd'hui, j'essaye de réparer ce que j'ai fait involontairement. Jean-François, pour terminer, j'aimerais parler de ton, après avoir parlé de ton engagement associatif exceptionnel, j'aimerais qu'on termine sur ta reconversion. Tu l'as dit, le sport n'a pas de frontières, mais ta vie non plus n'a pas de frontières. Tu es désormais commentateur sportif. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, ça c'est le rugbyman pour moi c'est un couteau suisse. Il faut qu'on s'adapte. Sur le terrain, quand il y a une chandelle, Dan il est là, je sais qu'il lève la tête, il ne sait pas ce qu'il va faire du ballon. Mais quand il baisse la tête, qu'il voit comment ça s'appelle l'adversaire et se copier, il y a la magie qui est un truc. Et ben là c'est pareil, je veux dire. Moi, on m'a dit viens faire commentateur sportif. J'y suis allé avec mon franc-parler. Et je pense que. Et ça plaît aux gens. Ça plaît, mais il faut rester naturel. Je pense que si je rentrais dans un rôle et tout, on aurait dit tiens, ça c'est pas Jeff. Dan va être plus technique sûr. Parce que dans le passé, lui, il a été peut-être plus technique. Mais ensemble, on est complémentaires et c'est ça qui fait la biodiversité. On a parlé tout à l'heure de biodiversité dans la nature, mais il faut parler de la biodiversité humaine. Et aujourd'hui, elle fait un peu défaut dans notre société. Et Dan, le métier de commentateur sportif en Angleterre, est-ce qu'il est différent d'ici? Non, je ne pense pas. C'est un peu la même chose. Oui. Moi, j'ai fait un petit peu, après j'ai arrêté le rugby. Mais pas beaucoup, mais oui, comme on dit, il faut tout faire. Après le sport, voilà, le sport te donne l'opportunité de tout faire. Mais voilà. Bah écoutez messieurs, en tout cas merci pour votre témoignage, c'était une super interview, merci à vous deux. Je t'avais dit qu'on était bavard. Merci beaucoup à toi aussi, bonne chance. Et bonne journée à tous.